Donc, bienvenue à la session Cheap User Testing. Donc, c'est comment faire des tests utilisateurs avec 0 €. On m'appelle Florence Chabanois. Alors, si maintenant vous ne m'entendez plus, levez la main comme ça. Et du coup, je me rappelle. Florence Chabanois, je suis product owner. Donc, product owner, dans le milieu agile, ça veut dire que j'écris des spécifications, je m'occupe du produit, je recette et je livre en production, tout va bien. Donc, ça, c'est partie des choses que je sais faire. Il y a d'autres choses que je ne sais pas faire, typiquement le ski. L'année dernière, j'ai voulu apprendre à faire du ski. Pour faire du ski, il faut déjà aller tout en haut, au niveau des montagnes. Et pour arriver aux montagnes, il faut passer les télécabines. Pour arriver aux télécabines, il faut passer les tourniquets. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du ski, mais très bien. Au guichet, on m'a donné ça. Je ne sais pas si vous voyez tous. Donc grosso modo, c'est une carte. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait face à ce tourniquet pour essayer de le pas casser? Glisser dans une fente. Effectivement, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai pris la carte, je l'ai insérée, ça n'a pas marché. Je me suis dit, c'est comme dans les cartes. Je retourne ma carte, je l'insère, ça n'a pas mieux marché. Là, je vois un monsieur qui débarque, il fait ça sur un panneau. Il s'en va. Pas un seul regard. Et du coup, je me dis, c'est une drôle de façon de réparer le truc, mais à la maison, c'est plus pro, moi, j'ai jamais fait de ski. Donc, je réessaye, je prends la carte, je l'insère, ça ne marche pas. Là, je vois derrière moi la queue qui commence à vraiment s'accumuler. Donc, je me dis, je vais tricher. Donc, je regarde à côté, et qu'est-ce que je vois à côté? Une pauvre dame qui est en train de faire sans succès également. Le monsieur revient, il refait son ciel. Là, j'arrête et je dis, pop, monsieur, ça ne marche pas, votre truc. Donc, comment je fais pour passer le tourniquet? Là, il me dit, il suffit de passer la carte devant les bouteilles. Effectivement. Donc, quand j'ai pris ma carte, je l'ai passée devant la magnifique bouteille bleue. Et j'ai réussi à enfin goûter aux joies du ski. Donc ça, on va dire que pour le coup, le problème d'ergonomie flagrant pour moi est contourné. Ils ont embauché des gens pour nous aider à passer les tourniquets. C'est pas toujours le cas. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais product owner. Je suis aussi une femme. Donc je vous présente mon épilateur. Pour les hommes, soyez pas tristes, c'est comme si vous aviez une tondeuse. Il y a un défaut flagrant d'ergonomie. Est-ce que vous arrivez, vous, en tant qu'expert, à le voir? Il est beau, hein? Moi non plus. Moi, je l'ai adoré dès que je l'ai acheté. Et en fait, du coup, en termes d'épilation, ça donne ça. En fait, les super jolis boutons, là, super soft, apparemment, pour les doigts féminins, c'est très sensible et ça s'éteint en plein milieu de l'action. Ou alors, ça accélère. C'est super chiant. Du coup, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête dans ce cas-là, c'est que quand il y a un problème ergonomique, il reste pour toujours. Moi, j'ai jamais pris le temps d'écrire un mail à Calor pour dire « Oh, Coco, c'est nul votre truc, là, c'est beaucoup trop sensible, j'ai des doigts forts, moi. » Non, c'est la première raison. C'est que des fois, dans l'industrie, quand on commence à produire quelque chose, on le distribue en des milliers d'exemplaires, et une fois que c'est parti, c'est parti. Une autre raison qui fait qu'un problème ergonomique reste pour toujours, c'est qu'en fait on s'en rend même pas compte, ils ne savent pas qu'il y a un problème ergonomique. Donc ce défaut d'ergonomie, j'ai pas regardé pour les nouvelles gammes, mais ça se trouve, ça se reproduit encore et encore, sans vraiment avoir cet effet d'apprentissage. Je vais maintenant basculer sur mon web. Donc là c'est un site d'annonce immobilière. Il y a un problème ergonomique ici aussi. C'est un problème que personne n'avait vu, ni le marketing, ni les commerciaux, ni la relation client, ni les développeurs. Et pourtant, on est juste super fort. Parce que vous le voyez. Il n'y a pas de bouton? Il n'y a pas de bouton. Il est en bas en fait. D'accord? Le problème, il est là. Donc l'allocation. Et ça se voit pas, et pourtant c'est un gros problème. Parce qu'à la maison que je cherche une location, moi c'est clair dans ma tête que je veux une location. Et je fonce dans le formulaire, je saisis mon lieu, je saisis mes paramètres de prix, et je mets un budget de location, donc de 1 500 €, et j'arrive sur
zéro résultat, parce que ça n'existe pas, en fait, des ventes à moins de 1 500 €. Sauf pour les quelques annonceurs qui, manque de chance, se sont eux aussi trompés. Donc des fois, on arrive à se rencontrer. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne savent pas forcément qu'il y a un bug. Donc ils se disent juste, alors soit j'ai quelques réponses, et du coup, j'ai l'impression que c'est juste que le site n'a pas assez d'offres, soit je crois juste qu'il n'a pas du tout. Et je m'en vais. Un deuxième exemple, oups, pardon. Du coup, ça c'était une hypothèse, donc on a vu l'un des tests utilisateurs, et on a retrouvé avec les données quantitatives au niveau des alertes email. Donc c'est des recherches sauvegardées, vous connaissez bien. On a vu effectivement que 10% des alertes email avaient des budgets complètement incohérents par rapport à la transaction. Pour être définitivement sûr, on a envoyé un mail à toutes ces personnes pour leur demander si on avait raison, qu'on disait que bonjour, on pensait qu'ils s'étaient trompés, qu'ils cherchaient des locations et pas des ventes, et que si c'était pas le cas, on allait juste le changer pour eux. Et effectivement, on a eu des retours, et 90% des cas, c'est des gens qui s'étaient réellement trompés d'onglet. Surtout qu'il y a marqué localisation juste en dessous, et qu'on lit les 4 premières lettres, et que ça fait 2 fois loca. Peut-être. Peut-être. En game, le voit pas, ça c'est sûr. Après, il y a plusieurs pistes pour essayer de le rendre plus visible, mais deuxième exemple, ici c'est sur un site d'annonce immobilière dans le neuf. Le neuf, c'est plein de jargon un peu compliqué, et il y a des gens qui viennent dessus, donc soit ils sont en phase exploratoire, donc c'est des mots qu'ils ne comprennent pas, ils vont essayer de cocher un peu au hasard pour voir comment ça répond, soit ils connaissent super bien et ils vont faire leur lettre au Père Noël en mettant exactement leur logement idéal. Donc ils vont mettre lancement, je veux un parking, comme on connaît, j'ai aussi une terrasse, et puis un ascenseur, et puis avec mon budget absolument inchangé. Pourquoi pas? Sauf que, en réalité, nous on le sait parce que c'est notre site, les internautes ils ne le savent pas, mais on n'a pas énormément d'annonces avec ce critère de lancement. Du coup, quand ils font ça, ils arrivent sur la page de résultat, où il y a 0 résultat. Ok, donc là il y a plusieurs pistes. Soit on les invite à créer une alerte email, mais qui elle-même n'est pas très claire, parce qu'on leur dit de créer une alerte email sur tous les appartements de France, et dans ce cas on se dit bon il y a peut-être un petit bins, donc je ne vais pas oser le faire. Ils retournent en arrière, ils modifient leurs critères, et comme ils savent pas ce qui a posé problème, ils vont enlever parking par exemple. Ils vont revenir de nouveau sur la page 0 résultat, parce qu'en fait c'est le lancement qui pose un souci, etc. Donc c'est un espèce de ping-pong infini, comme ça, qui, comme ça, est plutôt anodin, mais en réalité, pendant les tests utilisateurs, c'est super pénible. On voit la personne s'énerver, et se dire « Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est nul! Mais bon, je réessaye encore. Tac, tac, tac. Ah bah j'en ai marre, bon bah je m'en vais. » Donc ça, c'est vraiment des feedbacks super importants qui nous montrent que ces douleurs, on ne peut pas les infliger gratuitement, finalement, il y a un retour de bâton. L'avantage et l'ironie par rapport à tout ça, c'est que dans tous ces cas, un seul test utilisateur aurait suffi pour voir ces problèmes, avant de les déployer à des milliers et des millions d'exemplaires. Et ça, c'est un principe qu'on applique en réalité très souvent dans les vies personnelles. Vraiment, de tester avant de payer des choses. On ne va pas acheter les choses les yeux fermés. Par exemple, moi, quand j'achète des vêtements, je vais toujours les essayer. Toujours. Pourtant, intellectuellement, c'est bizarre. Je n'ai pas changé tant que ça depuis des années, plus ou moins. Et je vois le vêtement là physiquement, ça ne doit pas être si dur que ça de faire la projection en disant ça me va ou ça ne me va pas. Et bien si, j'y vais quand même, je vais dans les vestiaires parce qu'on ne sait jamais, c'est pas forcément ce à quoi je m'attends. Donc même si je me connais par cœur, je vais quand même faire l'effort de tester les choses avant de les acheter. On ne peut pas toujours le faire, de tester, c'est vrai. Mais dans ce cas, on va tester différemment. On va regarder les commentaires de personnes qui l'ont réellement utilisé. On va regarder les comparatifs. Donc réellement, c'est quelque chose de super courant qui est naturel dans la vie personnelle. Pourtant, dans le monde professionnel, c'est comme si on changeait de cerveau. On se dit, ah bah, je sais pas, peut-être qu'il y a un effet gratuit, alors qu'en fait, rien n'est gratuit. Hein. Donc au niveau professionnel, on déploie des budgets de malades pour investir dans des projets de référencement naturel pour ramener du trafic, du référencement payant pour ramener du trafic. On va lever des partenariats, on va acheter des budgets de marketing, de publicité, tout ça pour emmener du monde sur des fonctionnalités dont on aura juste une intime conviction qui sont parfaits et qui correspondent à l'utilisateur, qu'on n'aime même pas. Et pour moi, c'est une aberration, réellement. Pour moi, ça revient à investir tout l'argent et le temps des équipes dans un saut percé. Si on ne fait pas de test utilisateur, on ne confond pas le sujet à la réalité, c'est du temps perdu. Ok, on est très occupé, mais ce qu'on fait, ça sert à rien. D'accord. Comment faire? Il y a plusieurs façons de faire. Déjà, on peut le faire très tôt au niveau du zoning, ou alors un peu plus tard au niveau des maquettes, encore un petit peu plus tard pendant la recette, avant soit en production, et au plus tard sur un site ou un produit qui est déjà en production.
Donc là, je vous donne un exemple de zoning. Concrètement, je donne un stylo à la personne. Je donne un stylo à la personne et je lui dis, quand tu cliques, dis clique. Clique, clique. Ici, je saisis tac, tac, tac. Ensuite, moi, je simule la machine en disant ici, tu as une autocomplétion qui est proposée, qui équivaut à Lille ou Paris. Donc là, c'est un petit jeu de magicien d'Oz où, avec le support papier et le stylo, j'arrive à avoir les feedbacks et comment la personne continue son parcours. On peut faire la même chose sur les maquettes si on va avoir un support qui est un peu plus fidèle à la réalité du produit. Maintenant, un test, ça se prépare avant le test. Donc la première chose à faire, c'est que si vous avez des bugs flagrants sur votre produit, ne faites pas le test. Vous allez perdre du temps, vous allez être frustré, et même pour le testeur, c'est pas cool parce qu'il teste des choses que vous savez déjà. Ensuite, prenez le temps de connaître le contexte d'utilisation de votre produit. Si vous faites un produit qui est utilisé plutôt en intranet sur des utilisateurs captifs qui n'ont que Internet Explorer 9, ça n'a aucun sens de faire tester le produit sur la dernière version de Chrome. Pareil, si c'est un produit qui, visiblement, d'après vos statistiques, est plutôt utilisé sur iPhone en mobilité, ne faites pas des tests sur une tablette Android. Essayez d'être le plus près de la réalité d'usage de votre produit. Quelque chose que je fais aussi, c'est d'inventer une histoire autour du produit. Je ne dis pas à la personne directement, depuis temps de vente, vous avez le site, utilisez-le, faites machin, machin. Non, je lui dis vraiment une histoire. Comment, en dehors du produit, qu'est-ce qui se passe avant d'arriver au produit? Donc par exemple, sur l'investissement dans le neuf, je dis, le week-end dernier, vous étiez avec des amis, et vous racontiez, vous étiez en train de vous plaindre à propos de vos impôts qui étaient beaucoup trop élevés à votre coût. Et là, il y a votre pote Jean qui a dit qu'il avait réussi à défiscaliser 2 000 € par an en investissant dans le neuf. Du coup, vous regardez dans Google ce sujet et regardez comment ça se passe, et vous arrivez sur le site Explorer au neuf. Voilà, donc ça, c'est une sorte d'histoire autour pour aborder avant de rentrer dans le cœur du sujet. Maintenant, j'ai plusieurs scénarios de test. En général, je me limite à 2. Donc, je vais avoir une photo et une personne qui va symboliser l'acteur du test. Et j'ai un post-it aussi avec les éléments principaux. Donc, par exemple, Justine, sa mission, ça va être de trouver un bien en location à Paris 9e avec un budget de moins de 1 300 €. Donc, je fais vraiment une tâche par post-it, comme ça je la donne, et puis elle peut le garder pendant toute la durée du test. Faites attention à ne pas utiliser les mots magiques. Moi, il y a une erreur que je faisais encore et encore, et j'ai beau le savoir, ça m'arrive encore de la faire. Typiquement, mon produit, je le connais par cœur. Je sais très bien où est le bouton, je sais très bien comment on l'appelle. Le bouton ici, le CTA, c'est contacter par email. Et pendant le test, ma langue va glisser. Et je veux dire, maintenant, vous essayez de contacter l'agence par email. Faut pas faire ça, parce que c'est de la triche. En fait, je donne déjà les billes pour... je suis déjà en train de guider l'utilisateur sur où aller. Il faut sortir le produit et dire pourquoi on veut contacter l'agence par email. Il y a un besoin à accomplir. La personne veut visiter l'agence, par exemple. Donc je dis, vous voulez visiter l'agence. Et là, ça se trouve, c'est pas du tout le même qui l'a utilisé, c'est plutôt le téléphone d'ailleurs. Donc restez focus sur les besoins et pas sur le moyen. Quelque chose que je fais de temps en temps, mais pas systématiquement, c'est de filmer l'écran et le son. Il y a 2 intérêts à ça. Le premier, c'est que quand je veux défendre mon bébé par rapport à la résolution d'un problème ergonomique, ça me sert de matière ou de preuve pour essayer de convaincre les gens. La deuxième chose, c'est que pendant le débrief, des fois il y a des moments où c'est pas très bien ce qui s'est passé. Ça permet de revenir dessus avec le testeur et de lui demander, vidéo à l'appui, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Le recrutement. C'est la partie qui peut paraître la plus compliquée et qui en réalité ne l'est pas tant que ça. Il y a une méthode qui s'appelle le guerrilla testing qui consiste à aller payer des cafés aux personnes en échange de tests utilisateurs. Donc Starbucks ou bar, enfin n'importe. Moi j'ai pas fait ça, je suis allée dans des gares. Dans des gares en me disant je suis trop forte, je suis super intelligente. Dans les gares, les gens ils attendent de toute façon leur train. Donc perdu pour perdu, en termes de temps, il serait ok pour m'aider. Ne le faites pas parce que ça ne marche pas du tout. Les gens sont super méfiants. En fait, il y a une ambiance glauque. Il y a des flics partout, des clochards, les gens ont plein de pickpockets. Quand on leur parle, ils pensent qu'on va leur demander de l'argent. Donc laissez tomber. Donc je suis retournée pleurer à mon bureau et là j'ai pris un café. Et en prenant un café, j'ai juste souri à la première personne qui a croisé mon regard. Et je lui dis, écoute, je suis dans la merde, je m'appelle Florence, je travaille sur tel produit. Est-ce que tu serais d'accord pour me prêter 30 minutes ? Si la personne ne veut pas, je lui demande 15 minutes. Si elle ne veut pas, je demande 5 minutes. Et si elle ne veut vraiment pas, je
je demande peut-être plus tard. Bon, après, je rigole, j'exagère, je ne demande pas avec autant d'insistance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de la personne, je vais aussi adapter mon discours. L'idée, c'est de maintenir une liste de volontaires, un vivier auquel je peux revenir et recourir régulièrement. Soyez rigoureux sur le fait, le temps que vous demandez. Si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Vraiment, ne dépassez jamais, quoi. Une autre chose qui ne marche pas, c'est d'envoyer par email. Ça aussi, c'est lâche, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez quelque chose, demandez-le pour de vrai. Le jour J. Soyez courageux. Vous allez vous faire critiquer. En fait, c'est pas vous, c'est le produit. Donc, ne le prenez pas mal, surtout si c'est votre bébé. On est là pour apprendre. Il vaut mieux ouvrir les yeux plutôt que croire être au paradis, ce genre de choses. L'autre chose, s'il faut être courageux, c'est dans le sens, vous allez devoir être en écoute active, et ça c'est super fatigant. Vous écoutez pour de vrai, vous êtes prêt à vous laisser changer. Vous n'êtes pas en train d'argumenter que vous avez raison. Non, vous écoutez vraiment. La personne a raison, c'est son ressenti, c'est comme ça qu'elle le vit. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, et que j'ai vu sur aucun manuel de test utilisateur, c'est que je demande toujours leur histoire. Parce que moi, j'adore les histoires. Donc je leur demande, quelle est votre histoire par rapport au produit ? Sur l'exemple du site immobilier, je leur demande est-ce que vous avez déjà cherché un bien ? Et vraiment, j'insiste sur la notion de question ouverte, c'est comment ça s'est passé. Et là, c'est du pain béni, parce que la personne va raconter ce qu'elle a aimé dans sa démarche, les obstacles qu'elle a rencontrés. Tout ça, c'est de la matière pour des nouveaux produits, pour mieux comprendre le contexte d'utilisation, pour sortir des optimisations locales. C'est le premier avantage dans le fait de demander son histoire. Le deuxième avantage, c'est que ça aide la personne, le testeur, à rentrer dans le sujet. Elle devient acteur. Enfin, le dernier, qui est le plus gros avantage à mes yeux, c'est que des fois, on tombe sur des super testeurs. Des super testeurs. En fait, ils adorent le milieu de l'immobilier, ils vivent dedans depuis des années, ils cherchent vraiment des choses, c'est vraiment génial. Et dans ce cas-là, ma Justine et mon François, des personnages, déjà à la poubelle, et je lui dis, bon bah Jacques, en fait t'es super fort, on laisse tomber mes histoires, on va rester sur ton scénario, fais comme si toi, tu cherchais vraiment un bien pour toi. Et là, ça ouvre des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Les règles à rappeler au début de chaque test utilisateur, c'est qu'on teste le produit et pas l'utilisateur. Certaines personnes vont se sentir extrêmement mal à l'aise si elles n'arrivent pas à atteindre l'objectif tout de suite. Elles vont s'excuser. Ça ne nous intéresse pas qu'elles s'excusent et qu'elles soient désolées. On veut juste qu'elles fassent ce qu'elles peuvent et puis après on voit comment ça se passe. Donc insister, c'est le produit qui est testé, pas l'utilisateur. S'il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire, la personne, c'est notre faute. C'est pour ça qu'on est là. La deuxième chose, c'est de demander aux personnes de parler à voix haute, enfin de penser à voix haute. On ne peut pas lire dans leur tête, donc si à un moment il y a un silence qui se prolonge un peu trop et que vous ne savez pas, n'hésitez pas à les relancer en leur demandant qu'est-ce qui se passe. Enfin, dans le cas où vous avez plusieurs scénarios de test, pensez à changer l'ordre. Tout à l'heure, je vous parlais du bug, entre guillemets, le problème de l'allocation. Pendant les premiers tests utilisateurs, ça ne se voyait pas du tout, parce que le premier test concernait un scénario de vente. C'est seulement en commençant, en inversant le rôle et en enlevant l'effet d'apprentissage, les personnes qui commençaient par le scénario de location n'arrivaient pas du tout à accomplir la tâche. La séance se termine, on débrief. Là, spontanément, donc je demande qu'est-ce qui s'est passé. La personne en général va me parler des problèmes et de ce qu'elle n'a pas aimé, ce qui est tout à fait humain et normal, et c'est pour ça qu'on est là. Je vais quand même lui demander quels sont les points forts, c'est important de les connaître. Déjà pour savoir sur quoi on doit miser et qu'est-ce qu'il faut garder, ce serait dommage dans la tentative d'enlever un obstacle, d'enlever dans la foulée les points forts. La deuxième chose, c'est qu'en termes de communication, il faut garder en tête que 90% de la communication se fait au niveau du non-verbal. Le non-verbal, ça va être un petit froncement de sourcils, ou alors un mouvement de recul, ou un comme ça. Donc ça, pendant le test, en fait, je les note. Je note ici, c'est passé ça, qu'est-ce qui c'est, machin. Donc au moment du débrief, je reviens avec la personne et je dis qu'est-ce qui s'est passé. En plus, la personne, elle a passé outre, donc elle n'a pas forcément pensé à l'évoquer cet obstacle-là. Avant, j'étais très exhaustive dans mes comptes rendus, enfin dans ma prise de notes, en tout cas, j'écrivais tout ce qui se passait. Et du coup, ça nuit à l'écoute. Maintenant, je suis beaucoup plus synthétique, je me limite à deux colonnes. La première, c'est les obstacles, et la deuxième, c'est les besoins. Donc j'écris un obstacle par ligne, un besoin par ligne. L'intérêt par rapport à ça, c'est qu'au test utilisateur suivant, j'aurais juste à ajouter un bâton. Et du coup, à la fin de ma série de tests utilisateurs, je compte les bâtons qu'il y a eu sur tel obstacle, et ça me permet déjà d'avoir une synthèse et une tendance des stats sur les obstacles récurrents et les besoins récurrents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue. Il y a Jacob Nielsen qui a fait des stats et qui a montré qu'en faisant 5 tests, on couvrait 80% des problèmes. Moi, au début, je faisais des séries de 10 tests.
C'est extrêmement fatigant pour pas grand chose en plus, parce qu'avec des testeurs, on atteint apparemment 98% des problèmes. Réellement, ça vaut pas le coup. Arrêtez-vous à 5 tests. Des fois, je fais même 3 tests, ce qui est largement suffisant. Des fois, j'en fais même qu'un. Ça vaut le coup quand même, parce que c'est déjà un point de vue autre que le vôtre. C'est déjà 2 points de vue en réalité. Donc même si j'ai le temps de faire qu'un test, j'en fais un et ça m'apporte déjà des choses. Le vrai piège pour moi des tests utilisateurs, c'est pas le recrutement, c'est vraiment le fait d'itérer sur votre solution. Et j'ai beau être archi convaincu des tests utilisateurs, même moi, je tombe dans ce piège assez régulièrement. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du problème de l'onglet allocation par rapport à l'achat. Visiblement, c'était pas vu. Et pour moi, il y avait une solution qui était juste évidente. C'était d'afficher un compteur dynamique dès le début, au niveau du moteur avancé. Donc là, en saisissant Toulouse, je vois d'emblée qu'il y a 1036 annonces qui correspondent à Toulouse. Si je rajoute un prix de 1 € max, dynamiquement, avant même d'aller plus loin d'arriver à la page 0 résultat, je vois qu'il n'y a aucune annonce qui correspond à ma recherche. C'était tellement une évidence que personne n'a testé, on a juste fait tout le processus habituel. Donc on a fait des maquettes, on s'est mis d'accord avec le marketing, on a fait le développement réellement, l'exploitation, on l'a fait tourner en production. Tout ça pour se rendre compte que ça ne changeait absolument rien. En termes de statistiques, le nombre de visualisations sur la page de 0 résultat était juste complètement identique à avant. Ça ne marche pas, parce qu'on ne l'a pas testé. En tout cas, on l'aurait su si on avait testé avant. Maintenant, pendant les tests utilisateurs, vous allez voir pas mal d'obstacles. Donc le piège, ça va être d'avoir envie de résoudre tous les obstacles, de faire un produit parfait. Là aussi, ça ne vaut pas le coup. Faites la part des choses. Distinguez les obstacles qui se contournent par rapport aux obstacles qui font réellement fuir et partir l'utilisateur. Maintenant, pour résumer, gardez en tête que les gens sont bienveillants, que si vous les sollicitez pour votre aide, pour un coup de main, surtout au niveau d'une entreprise, ils vont le faire. Moi, j'ai vraiment très rarement eu des refus. Ils aiment bien donner leur avis et aider. J'entends souvent cet argument sur les tests utilisateurs, c'est qu'en plus de ne pas avoir d'argent, pour ça en tout cas, on n'a pas le temps. Et je sais pas, vous y croyez vous? On n'a pas le temps? Avec les réunions qu'on passe à perdre du temps, les blabla. Donc c'est pas toujours le cas, mais je veux dire, notre temps n'est pas si précieux que ça tout le temps. En réalité, on n'est pas sûr d'optimiser, à être efficace tout le temps. Mais même en balayant cet argument-là qui peut être discutable, un test utilisateur, c'est une demi-heure max par utilisateur, donc en une demi-journée, c'est plié. Par rapport au temps vraiment minimum de 10 jours sur chaque mini-projet qu'il peut y avoir, par rapport aux parties impliquées, que ce soit le développement, le design, le zoning, l'exploitation, le fait de se mettre d'accord, ça prend facilement 10 jours. Donc investir une demi-journée pour s'assurer que le travail de 10 jours est vraiment pertinent en production, ça vaut le coup, plutôt que de se trimballer des gens qui n'arrivent pas à trouver des locations. On arrivera assez rapidement à la conclusion qu'il n'y a pas de gens sur notre site qui cherchent de la location. Alors qu'en fait, on a juste mal mis en avant le bouton. Pour résumer, il y a 3 choses que je veux que vous reteniez, c'est de tester avant de payer, de tester encore et encore, que ce soit une habitude. Pour moi, ça fait vraiment partie d'un travail et d'une habitude récurrente à avoir au sein d'une équipe, que ce soit le product owner, le designer ou même le développeur qui le fasse. Et ne vous embêtez pas à faire des synthèses trop exhaustives, contentez-vous des obstacles et des besoins. Personnellement, je trouve que c'est suffisant. En réalité, s'il y a une seule chose que je veux que vous reteniez réellement par rapport à cette présentation, c'est de sortir de vos bureaux et de confronter votre produit à la réalité. Le plus tôt possible, le plus souvent possible, savoir que ça marche, c'est vraiment la plus grande satisfaction. Le sujet, c'est pas juste d'être occupé pour rien. Merci.